me demande mon avis sur l'actualité et je lui donne. Bonjour à tous et bienvenue, nouvel épisode où on regarde l'actualité, sur l'actualité sur eSported avec Lucas et Diane toujours. Bonjour à vous deux. Hello. Salut. Hop, intro rapide pour qu'on avance rapidement sur les 3 sujets du coup. Comme la dernière fois et comme annoncé du coup, chacune des 3 personnes du coup présentes dans le vocal amène un sujet et on en discute, on en débat et puis à la fin ça fait une émission que vous écoutez et que vous aimez bien j'espère. Et pour ce premier sujet, donc c'est Diane qui commence. Je te laisse y aller. Ouais, alors moi mon sujet c'est un peu un marronnier qui revient très régulièrement dans les discussions, mais qui, vu le contexte, a fait quand même pas mal des maths, qui est la question de l'âge à laquelle on commence à considérer les jeux e-sport et de manière générale comment est-ce qu'on voit l'âge des athlètes. Quand je parle de contexte, je parle de l'annonce de roster Div 2 de Carmine qui font des open tryouts, mais limités à 19 ans inclus. Ce qui est donc un âge assez jeune, et donc du coup, avant même de véritablement déballer mon argumentaire sur le sujet, je vais plutôt poser la question de comment est-ce qu'aujourd'hui on voit même le principe même de limite d'âge dans la constitution d'équipe dans l'e-sport. Je laisse qui veut répondre en premier. Vas-y Coco si tu veux. En vrai, je sais même pas comment aborder ça en vrai. C'est évident que il y a un débat, je pense, sur ça, notamment depuis que il y a 2 jeux qui ont pris j'allais dire le parti des jeunes, c'est pas du tout ça, mais qui sont squattés, on va dire, par des personnes plutôt jeunes. RL et Fortnite du coup, qui sont, si ce n'est 2-3 exceptions, dont Monkey va commencer à en être une peut-être, sont des jeux qui voient des gens qui gagnent, les gens qui gagnent en tout cas dans les tournois ont globalement moins de 20 ans quoi, souvent maintenant. Encore moins même, hein, des fois. Oui en fait, ça c'est que Zen, Vatira ont commencé à être très, très hype en e-sport quand ils avaient 16 ans quoi pour le coup. Si on prend les E2 et je sais plus quel âge a Drali, mais il a pas 17 ou 18 cette année, quelque chose comme ça, maintenant qu'il arrive chez KCM. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça, il me semble. Ouais, il est mineur, ça c'est sûr. Ouais. Et du coup, voilà, je pense pas que comment dire ça? Je pense que c'est un sujet qui se tient, mais je pense que c'est surtout un sujet qui fonctionne, enfin, qui se joue plus sur la façon dont les personnes gèrent leur carrière et gèrent le fait d'être joueur professionnel. C'est un sujet que Duke avait abordé aussi avec sur Sopwatch. Je sais pas si vous aviez écouté l'émission avec Calo et Laser du coup, en disant qu'en fait le problème aussi venait du fait que pour Duke qui a commencé sur LoL il y a longtemps, les personnes qui ont commencé sur LoL jeune commencent à avoir 25, 26, 27 ans. Elles sont toujours professionnelles. Et le problème, c'est que c'est des personnes qui n'ont connu que ça. Et ça amène peut-être le débat qu'il y a eu pendant ce mercato de League of Legends avec le fameux Yankos qui a envie de prendre un gros salaire et de pas jouer au jeu globalement. Et je pense qu'il y a un peu tout ça de se dire que sur les nouveaux jeux, c'est souvent les jeunes qui fonctionnent, donc peut-être que plus tu prends jeune, plus tu as la chance d'avoir une pépite. Et que les personnes qui sont là depuis longtemps, sur des jeux notamment comme LoL ou CS, ont peut-être pas été formées dès le lancement de l'e-sport, enfin dès leur lancement d'e-sport, parce que c'était il y a quelques années, donc peut-être il y avait moins d'encadrement, et ont pas la même éthique de travail ou la même volonté d'aller loin. Voilà. Je sais pas si vous voyez l'idée, mais en tout cas c'est ce que j'amène sur la table. Ouais. Ouais, est-ce que Lucas, tu veux ajouter un truc ou Bah, est-ce que je réponds direct? moi je me suis, comme beaucoup de gens, surtout interrogé sur la question des 19 ans pour voir à quel point c'était relevant de mettre cette barrière à cet âge-là, tu vois. Du coup, je suis allé un peu checker ce qui se faisait notamment en LCK-S, LCK-CL, parce que j'ai l'impression que c'est un peu le modèle que la KC en tout cas veut importer et qui est à mon sens une bonne idée.
d'avoir 3 divisions, donc ta division, l'équipe LEC, l'équipe LFL et l'équipe LFL2, avec des strates de formation, on va dire. Et en vrai, un LCK CL, LCK, LCK CL, LCK AS, pardon, je dirais que 19 ans, c'est un peu le turning point, c'est une médiane, je pense. Du coup, ce qui fait que tu as beaucoup quand même de joueurs qui sont en hausse là. Et du coup, ouais, je m'interroge sur la pertinence de 19 ans, mais j'ai pas vu Arthur répondre sur le sujet. Peut-être que Kamel l'a fait en stream, je sais pas. Mais j'aurais bien aimé savoir pourquoi ils ont choisi cet âge-là. Sachant qu'en plus, 19 ans, j'avais un peu l'impression que c'était un poil tôt parce que t'as beaucoup de. Enfin, j'ai l'impression que t'as beaucoup de joueurs à qui les parents laissent quelques années post-bac pour émerger et qui du coup n'ont pas pu commit full avant, même s'ils étaient gifted et tout et qu'ils ont grimpé le ladder et tout. Mais du coup, j'ai l'impression que 19 ans, ça peut être juste la sortie du bac et que du coup, les joueurs, ils n'ont pas encore eu le temps de vraiment commit dans le milieu et de faire leurs preuves. Donc, ouais, j'étais un peu sceptique sur les 19 ans, sur les 19 ans. Je crois que globalement, il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques sur le fait de mettre une barrière, surtout s'y passe. Après, voilà, moi, j'aimerais surtout avoir la réponse de la cassée à ce sujet-là, quoi. Parce que ça se trouve, ils ont des très très bonnes raisons, tu vois. Genre, ça a peut-être été hyper réfléchi et c'est et en vrai, tu as soulevé un point intéressant, Coco, c'est aussi peut-être tout simplement une question de salaire. Peut-être que les joueurs de 19 ans n'ont pas les mêmes prétentions salariales qu'un gars, qu'un gars de 23-24, même dans un projet de formation. Et, et oui, on sait que les budgets qui seront alloués à la Div 2 vont pas être colossaux, donc il y a peut-être, à mon avis, en partie de ça, tu vois. Puis, alors, je te laisse parler bien après, mais il y a surtout, enfin, l'argument que j'ai pu ressortir sur Twitter des fans cassés. C'est-à-dire que globalement, si la personne a, on va dire, plus de 19 ans du coup et mérite d'aller plus haut, elle a toujours, enfin, Cassé a toujours la possibilité de les faire jouer en LFL et pas en Div 2, quoi. C'est l'argument que j'ai vu sortir aussi en disant que la limite était plus permise parce que du coup c'était la 3e équipe de Cassé, quoi. Je te laisse ton sujet. Ouais, Oui, oui, ouais. ouais, en fait, moi la réponse, enfin, je trouve que globalement, les limites d'âge, c'est quelque chose qui genre est un peu arrivé pour moi, surtout lié à un fantasme plus qu'autre chose. C'est-à-dire l'idée que tu veux mettre en avant la jeune pépite, tu veux mettre en avant le joueur que tu découvres depuis qu'il est tout jeune et tout. Tu sais, genre les fameux projets Mbappé, les fameux projets. Enfin, là, pour le cas de la cassée, on peut parler de Caliste, Ouais, euh, ouais. qui se ramène à 17 piges dans l'FL, en ayant déjà 4 années compétitives dans les pattes et tout. Mais en fait, je trouve que c'est quelque chose qui est profondément biaisé, c'est-à-dire que c'est quand même, enfin, c'est-à-dire qu'on s'inspire du modèle coréen qui produit des gens comme ça, c'est-à-dire typiquement Zeus ou Paze, c'est les produits de ce genre de dynamique. Sauf qu'en fait, si on ne prend en compte que ceux qui réussissent et qu'on oublie l'immense majorité des gens qui ont échoué, en fait, ça fait tout de suite un tableau qui est beaucoup plus problématique pour moi. Parce que notamment le modèle coréen, il a quand même ce souci que genre, quand on veut se commettre dans l'e-sport ou dans le sport de manière générale, on doit quand même pas mal abandonner au niveau des études, sachant que le concours de fin d'études de Corée, pour le coup, il est assez difficile. Et ça fait qu'en fait, c'est une démarche qui coupe un peu les joueurs, les futurs athlètes de structure sociale. Parce qu'en fait, la projet Carmine, on peut pas en parler comme un projet de centre de formation ordinaire, parce que les projets de centre de formation sportif, ils ont aussi un degré d'insertion éducative et sociale. C'est-à-dire que les joueurs qui sont dans le centre de formation du PSG, ils passent leur bac. Warren Zaïre-Emery, il a passé son bac l'année dernière. Et ça l'a empêché d'être développé et d'être un prospect aujourd'hui. Et je trouve que la problématique de la limite d'âge, c'est que pour qu'on arrive au niveau Div 2, c'est-à-dire que la Div 2, c'est pas le point de départ de l'e-sport. C'est quand même quelque chose où il y a besoin d'avoir un certain nombre de bases, un certain nombre de temps déjà rentrés dans l'e-sport. Et souvent, la plupart du temps, c'est des gens qui sont pas forcément en échec scolaire, mais qui n'ont pas forcément de projet du tout scolaire, qui passent très peu de temps pour ça, et qui se coupent aussi beaucoup du monde extérieur. Et quand on peut voir le Rocket League, enfin globalement Rocket League, on est sur une scène où on a des joueurs qui sont profondément incapables de relations avec des humains. Enfin, c'est quand même assez impressionnant. Et donc moi, c'est cette opposition-là que j'ai. Et pour moi, l'histoire de 19 ans, c'est juste histoire de dire, on prend un petit jeune, en partant du principe qu'il a plus de potentiel,
pour aucune raison. Parce qu'en fait, derrière le potentiel des plus jeunes, il est pas absolument, il est pas prouvé. C'est-à-dire que c'est absolument pas prouvé qu'à 25 ans, on est moins bon qu'à 19. Ouais. J'ai pas besoin de prendre. D'un point de vue physique, ça n'a aucun sens parce que quand on a, quand on a des tireurs à l'arc, des jeteurs de fléchettes ou des pilotes de voitures de rallye ou de Formule 1 qui ont 45 ans, moi je peux dire que l'histoire des réflexes, c'est inexistant. Et une dernière chose que j'aurais ajouté, c'est que cette problématique de prendre des joueurs qui sont que très jeunes pour la Carmine, alors on peut dire c'est juste un projet Div 2, sauf que mine de rien, ça laisse quand même sous-entendre que pour commencer sa carrière, il faut très rapidement, enfin il faut être jeune, il faut quand même la Div 2, comme je disais, c'est pas non plus le tout début. Et pour les joueurs d'Open Tour notamment, moi pour avoir été coach dans l'Open Tour, je l'ai vu, ça met une pression de dingue parce qu'en fait tu as 1 ou 2 ans pour performer quoi. C'est-à-dire que tu as 18-19 ans, tu sors du bac ou tu es sur ton année de bac, tu commits là-dedans, tu commits dans la solo queue qui sont des trucs qui sont quand même difficiles. Mentalement, la solo queue, c'est quelque chose qui est assez éprouvant. Et t'as 1 ou 2 ans pour perfer, pour sortir en Div 2, sinon après t'es washed quoi. Et je trouve que ça n'a pas de sens parce que on peut prendre le contre-exemple de Yike, qui est quelqu'un qui a popé assez tardivement, qui est arrivé en LEC en étant rookie à 21 ans. Mais enfin, encore une fois, 21 ans, c'est tardivement pour LoL, mais c'est assez dingue de dire qu'un mec arrive tardivement quand il sort à 21 ans. Donc, il y a beaucoup ces interrogations-là, et qui font également que l'e-sport devient encore plus quelque chose qui n'est accessible qu'aux personnes qui ont beaucoup de temps. Donc, c'est quand même provocateur de pas mal d'inégalités, et la comparaison qui est assez intéressante à faire, c'est que la moyenne d'âge sur la scène féminine est beaucoup plus haute, par exemple. C'est-à-dire que vous prenez le top 8 de la Coupe des Étoiles, il y a une seule équipe qui a des joueuses en dessous de 20 ans, et qui est une équipe amatrice. Le reste, vous prenez Gamers Origin, vous prenez G2, vous prenez Vita, il y a du 25, 26, 27 ans, et des joueuses qui, en fait, quand on prend pas forcément en question leur âge, on se dit, ça fait 2 ans qu'elles compitent, elles ont du potentiel, elles se développent et tout depuis un certain temps. Ce serait intéressant de voir ce que ça donne. Mais en réalité, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui arrive à 25-26 ans dans le milieu de l'e-sport, sur LoL en tout cas, c'est impossible pour lui de trouver des opportunités. Ouais, je suis d'accord sur ce côté, ça entretient un mythe qui n'a pas du tout été démontré sur le fait que à 25, 26, tu commences à vieillir, alors qu'en fait, là, disons que on n'a pas de données, je crois, il n'y a pas d'études Non, à ce sujet, y a mais rien. ce qui a été dit le plus récemment, c'est qu'il n'y avait rien de prouvé quoi, sur la perte de réflexe, et que globalement, si les carrières s'arrêtent tôt, c'est plus à cause de la pression qu'il y a, plus que à cause de problèmes moteurs, tu vois. Donc, de la pression, du fait d'avoir connu que ça, comme tu l'as dit. Et donc, ouais, moi, je pense aussi que cette limite m'a l'air un peu précoce dans la mesure où tu laisses pas tes talents éclore. Enfin, tu laisses pas, peut-être pas assez de temps à tes talents pour éclore. Donc, ouais, je suis plutôt d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Et moi, je trouve par ailleurs que l'idée que les carrières ne durent pas, on parlait de Duke, là, ce que tu as cité, Coco, et en disant, oui, c'est pour ça qu'on prend pas forcément des vieux, parce qu'ils sont plus motivés, etc. Moi, je trouve que c'est un problème qu'on tente de corriger de la mauvaise des manières. C'est-à-dire que CS a des joueurs qui durent longtemps, qui durent 10 voire 15 ans, tout en ayant un rythme de tournoi 3 fois plus élevé que LoL. Une cadence d'entraînement qui est beaucoup plus lourde que LoL. Et moi, j'entends dire que les joueurs sont rincés parce que ils sont là année après année, enfin, en termes de volume de tournoi et même d'exposition médiatique. LoL, en tout cas avant les très grosses ligues, c'est la gnognotte par rapport à CS globalement. Oui, parce que Et je crois que pourtant, ça, CS, c'est on a des Apex. mecs qui font 15 ans. Hein. Ouais, qui font 15 ans sur CS et qui sont à leur prime au bout de 15 ans. Genre. La stat d'Apex, je crois que c'est qu'il a gagné, et je crois que c'était Dorian qui l'avait tweeté il y a un moment, que Ouais, ça fait 11 ou 12 ans qu'il gagne tous les ans un tournoi tier 1. Voilà. T1, ouais. Mm. Mais même, on a des Et oui, joueurs qui sont très forts tard dans leur carrière, qui sont, enfin, on peut prendre l'exemple de Karrigan, mais on peut même prendre des gars comme Hunter, par exemple, même Nico. Nico, c'est un gars qui était un crack en 2015 et qui est toujours autant un crack en 2024. Mm. En fait, il y a le. En fait, je pense que la KC a pas le. Comment dire ça? Je pense que la KC a pas envie de faire des joueurs de LFL avec ce projet aussi. Mais je pense que l'objectif, c'est d'aller chercher le Wembanyama, le franchise player que tu peux avoir et qui va te remonter, comme tu citais Caliste tout à l'heure, un peu comme Caliste,
Alors Caliste, le pauvre, il a déjà cette pression comme ça, on va pas lui en rajouter un peu plus en parlant ici. Mais, mais du coup, c'est peut-être un peu. Je pense que le projet est plus là que sur quelconque autre sujet. C'est juste de dire, si on trouve, entre guillemets, assez tôt quelqu'un, on peut le former avec nos manières. Et c'est peut-être lui qui ira nous faire gagner les Worlds, en fait. Et je Mm. pense que c'est plus ça, j'en peux plus, le point de vue de casser là-dessus. Je pense qu'il est un peu comme ça, en fait. Ce que tu disais tout à l'heure, quoi, c'est que c'est un autre mythe que tu vas réussir à dégoter un autre Caliste ou un autre Zen comme l'avait fait Vitality, qui t'avait débauché, qui avait dû convaincre ses parents et tout à l'époque. Enfin, mais oui, mais ça rejoint un peu ce qu'on disait la semaine dernière sur la différence entre la solo queue et le travail en équipe, tu vois. C'est que c'est vraiment une croyance et un bête, quoi, qu'il y a des gars qui sont trop gifted et qui vont réussir à percer, à percer tôt en plus. Alors que comme tu l'as dit, Diane, il y a des gars, il y a des personnes qui arrivent à éclore bien plus tard, enfin 2-3 ans plus tard. Mais après, tu vois, enfin, faut aussi voir que ces joueurs qui peuvent éclore plus tard auront un shot aussi, tu vois. Juste ils l'auront pas dans l'académie de la Carmine en Div 2, tu vois. Et Nevermind, en fait. Mais c'est facile de se cramer. C'est-à-dire qu'il y a quand même des cas de joueurs qui sont montés très jeunes. Enfin, l'exemple de Syncroft, il est assez parlant. C'est-à-dire que Syncroft, il arrive chez Origen en 2016 en étant assez jeune, mais très jeune, et il se foire. Il fait une mauvaise saison et Origen fait une saison 2007, peut-être 2016-2017, je me rappelle plus. Une saison vraiment abominable, et ça lui a coupé l'élan dans sa carrière pendant très longtemps. Et DOS a eu la même problématique avec Misfits. Et moi, je donnerais un dernier exemple, peut-être après pour clore le sujet. Moi, on va justement parler de la Carmine en Div 2 parce que techniquement, la Carmine a commencé en Div 2. Et cette année-là, leur millionnaire, c'était Nuclear Int. Et Nuclear Int, à la base, ses parents voulaient pas qu'il aille en Div 2. Et c'était le manager, du coup, d'Unfazed slash Carmine, parce que Carmine avait racheté le slot d'Unfazed, Malo, qui avait quasiment harcelé ses parents au téléphone pour leur expliquer qu'il y avait une opportunité de fou, qu'il fallait qu'ils laissent leur fils jouer, etc. Et donc, oui, pour Nuclear Int, ça a marché. Il n'y a pas de problème. Là, maintenant, il est en le sait, il est solide et tout, il a une belle carrière, mais qu'est-ce qui aurait pas dit que Nuclear Int faisait une bonne année chez KC, puis l'année suivante, chez Schalke, il se cassait un peu la gueule, et derrière, il commençait à stagner et tout, et il finissait par plus vraiment trouver d'opportunités. C'est-à-dire que, au final, c'est un commit qui est quand même important, l'e-sport, et qui peut derrière précariser des gens. Mais ça, on en entend jamais parler parce que personne va aller sur tous les toits en disant yo, j'ai échoué dans l'e-sport et j'ai plus de thunes. C'est-à-dire que c'est rare. Alors, moi, c'est quelque chose qu'on a tendance à voir parfois sur Smash. Moi, ça m'arrive assez souvent de voir des joueurs Smash dire j'ai commit un an pour essayer d'avoir un niveau, j'ai pas réussi, maintenant je retourne faire mes études. Et c'est ok de faire une année sabbatique, mais ça peut quand même avoir des dégâts derrière. C'est-à-dire que c'est des personnes qu'on va sortir du cursus classique pour des promesses d'e-sport qui sont très instables. Parce que voilà, même le milieu coréen, combien de jeunes coréens ont été complètement rincés par ça, parce qu'au-delà de la difficulté de monter, c'est quelque chose qui est mentalement hyper éprouvant. Et moi, combien de joueurs coréens ont quitté le truc en étant complètement morts et ont dû probablement abandonner beaucoup de rêves de carrière tout court. Ce qui n'est pas forcément le cas, je pense, de sport traditionnel. Alors, il y a des problèmes dans le suivi du sport traditionnel, mais il y a au moins toujours un certain minimum qui fait que sur une blessure, sur un échec, un joueur peut trouver une manière de remonter. Ouais. Mais je sais pas si vous voulez dire un truc, quand même. Non, je t'en réfléchir, je me disais juste que j'avais l'impression que, mais c'est peut-être pareil, c'est peut-être pas vrai, mais qu'un joueur bon, même s'il se rate au début, genre un joueur excellent, même s'il se rate au début sur un premier passage à LEC, ou LCSEU, ou LCS, OSEF, s'il arrive à reprouver en RL derrière, il aura un deuxième shot. Mais je sais pas si c'est une vérité qu'on peut confirmer, tu vois. Donc, mais oui. Mais en tout cas, oui, je voulais aussi dire que c'est un sujet. C'est marrant que tu parles de ça, que tu déviens un petit peu, Diane, parce que j'avais hésité à proposer comme sujet aujourd'hui. Peut-on vraiment vivre de l'e-sport, mais pas que pour les joueurs, tu vois, un truc un peu plus global. Et je pense que ce sera un bon sujet pour la prochaine fois. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose là-dessus, Diane. Non. Écoutez,
Parfait, on va pouvoir passer au sujet suivant. Évidemment, les personnes qui écoutent, si vous avez quelque chose à rajouter, vous pouvez le rajouter évidemment. En commentaire ou en nous contactant ou autre chose. Du coup, Lucas, si tu veux partir sur ton Ouais. sujet. Ouais, bah, en fait, on est proche, on a encore parlé de la casse un petit peu. Moi, c'est un sujet que j'avais travaillé pour l'équipe à l'époque que j'ai pas finalisé et puis qui a un peu mûri. Mais c'est la question des clubs d'influenceurs. Est-ce qu'ils sont en train de phagocyter l'écosystème? Est-ce que c'est une bonne chose? Voilà, comment ça se développe? Je dis ça au regard de l'arrivée d'ici Japon, de Job Life en LFL, de la Carmine en Div 2, essentiellement sur League of Legends du coup. Mais enfin voilà, dans quelle mesure il y a encore de la place pour d'autres clubs et est-ce que c'est une bonne chose que les influenceurs prennent un petit peu toutes les parts du gâteau en ce moment? Un peu comme Diane, je pense que je vais d'abord vous laisser un petit peu me donner votre avis à ce sujet, puis moi je rebondirai éventuellement sur ce que vous avez apporté. Je sais pas si Diane, tu veux donner un peu ton avis par rapport à ça. Ouais. Moi, je pense sur la première question que tu poses, est-ce qu'il y a de la place pour d'autres? Je pense que vis-à-vis de la récession économique du milieu sportif, tant qu'on a de l'argent, il y aura toujours de la place. Donc moi, à ce niveau-là, je m'inquiète pas forcément trop s'il y a des influenceurs qui se prennent d'une passion tardive pour l'e-sport. Je pense qu'ils pourront toujours trouver un moyen de rentrer. Maintenant, sur la question de est-ce que c'est bien, moi j'ai toujours eu une certaine hostilité vis-à-vis du concept de structure d'influenceurs sur le temps long, parce que je trouve que c'est quelque chose dont la solution que ça apporte aux problèmes économiques de la scène sportive est en tant que telle très court-termiste, parce qu'elle est liée à une personne, à un influenceur ou à un groupe d'influenceurs, mais au final elle est liée quand même à des personnes, elle est liée à quelque chose de très matériel, et ça peut engager je trouve quand même des problèmes d'instabilité qui sont différents de ceux qu'on a d'habitude, mais qui sont importants. Et je trouve que le contexte actuel le montre extrêmement bien, c'est par rapport au cas de Prime chez Carmine, où Prime se fait jeter globalement, c'est par les fans en tout cas. Prime se fait complètement jeter en dehors du truc. Et alors, la cassée a entre guillemets la chance d'avoir déjà un duo d'influenceurs à sa tête, donc ça veut dire que c'est moins grave si on a un des deux qui foire. Et surtout d'avoir un CEO qui est influenceur. C'est-à-dire que Arthur, c'est un CEO influenceur. Il reprend des modèles, on va dire. Alors, je vais surtout pas le comparer sur le plan idéologique avec ce type, mais c'est un modèle très Elon Musk. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur une structure cassée qui est mise en avant par les personnalités à sa tête. Sauf qu'en fait, qu'est-ce qui se passe si ces personnalités à sa tête, pour une raison ou pour une autre, n'y sont plus? Soit ils n'y voient plus TDS, d'intérêt. Pardon? TDS, finalement, c'est un peu. Ouais, ce que je veux dire, En TDS, c'est gros, un gros c'est star. passé derrière, on dirait. Voilà. C'est-à-dire que derrière, TDS meurt à partir du moment où Sleepix et Sixen ont commencé à plus pouvoir s'entendre. Donc en termes de stabilité, tant qu'il n'y a pas de problème, tant que l'influenceur est pas empêtré dans un drama, alors que ce soit un drama particulièrement grave ou simplement de la bonne vieille fraude fiscale, tant que les fans suivent le gars, il n'y a aucun problème. Mais le jour où ça sort, le jour où il n'y a plus ce truc-là, la structure elle peut mourir en 2 mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous retirez Kameto à la Carmine. Je vois pas comment Carmine subsiste. En tout cas, J'ai au vu un point où ils sondage, sont aujourd'hui. j'ai vu un sondage C'est là-dessus, et je crois que c'était genre 50% des gars qui resteraient, un truc comme ça, mais vraiment c'est de tête. c'est facile à dire. C'est facile Oui, à bien dire. sûr, évidemment. C'est-à-dire Évidemment. que la Carmine, ce qui tient beaucoup la Carmine, et c'est pas que eux d'ailleurs, hein, c'est le phénomène social autour de Kameto qui s'est quand même structuré autour de Kameto. Et donc si tu enlèves Kameto, tu vas quand même retirer énormément de clout à Carmine, et surtout tu vas retirer pour les sponsors quasiment tout l'intérêt d'y être. Et on peut dire Ouais. ça de Kamel, mais on peut également dire ça de toutes les structures d'influenceurs. C'est-à-dire que finalement Heretics c'était aussi très dépendant de son influenceur Fortnite. FaZe également très dépendant. Alors ils ont réussi à distinguer un peu certaines de leurs sections e-sport, notamment CS, mais sur leur section Call of Duty, ça reste extrêmement lié à leur activité principale. Donc pour moi, les structures d'influenceurs, c'est bien. C'est pas particulièrement mal, mais il faut pas leur prêter des avantages qu'elles n'ont pas, à mon sens. Ça me. Enfin, tu me tends un peu à la perche parce que moi, mon papier pour l'équipe était justement anglais sur ces questions des sponsors. Parce qu'il y a effectivement prendre toute la place auprès de la communauté, mais il y a aussi tout ce que ça implique en termes de négociation pour les autres clubs auprès des sponsors, qui sont évidemment bien plus attirés par la lumière que peuvent leur offrir les clubs portés par des influenceurs. Et oui, moi, c'était aussi ça là, un des angles du sujet, c'est-à-dire que euh,
moi, j'ai échangé avec des clubs qui se sont fait littéralement doubler sur des partenaires, sur des partenariats possibles par des clubs d'influenceurs français. C'est pour ça aussi que je pense que l'avenir risque de se compliquer. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les clubs autres que les clubs d'influenceurs sont bien obligés de trouver des leviers économiques qui sont différents. Géo est une agence de communication, notamment, par exemple. Vitality, Vitality, pardon, c'est particulier. Mais enfin, voilà, pour moi, c'est l'un des sujets principaux de la question. En fait, cette question de comment tu arrives à draguer des sponsors qui restent aujourd'hui, pour une majorité de clubs, à mon avis, la principale source de revenus, quand tu es un club qui n'a pas de visibilité. Et j'ajouterais, pour continuer sur la question du business, que l'évolution très récente de la part de Riot sur la question tend à encore plus tendre vers un modèle d'e-sport influence, parce que le revenu sharing sur les produits vendus en ligne, sur LoL ou sur Valo, les bundles, tout ça, les skins, pareil, va permettre de faire enfin, explose du côté des clubs d'influenceurs, mais évidemment reste très minoritaire pour les clubs qui n'ont pas de communauté, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a une question business qui est hyper importante sur cette thématique. Je sais pas si Coco, tu voulais rajouter quelque chose. J'étais en train de chercher une news parce que tu parlais du champ de Riot et des clubs d'influenceurs. J'ai un doute si c'est moi qui l'ai rêvé ou pas, mais me semble que pour Valorant, Riot a stoppé du coup la redescente de certains clubs. Je ne sais plus exactement. Qui sont en VCT. Je sais plus si j'ai rêvé ou pas. Dans ma tête, je le dis comme ça parce que dans ma tête, j'ai le truc comme quoi Riot globalement cherchait des solutions pour faire rester Gentlemate en VCT justement. Et je pense que c'est juste la news où du coup Riot obligé, enfin, veut que les clubs, les nouveaux clubs qui montent en VCT aillent chercher une qualification aux Champions, je crois, ou une qualification en LAN tout court pour pouvoir s'assurer de garder la place. Je crois qu'en gros, enfin voilà, en tout cas dans l'idée, Riot s'offre la liberté de garder les clubs qui les intéressent globalement en VCT dans le temps qui suit. Et ça correspond du coup à l'année où c'est G2 qui montait en année, du coup un club qui est à l'inverse de ça, un club qui n'a pas, enfin plus de figure en tout cas sa tête, mais qui est le plus grand club d'Europe, on peut dire ça comme ça, je pense. On va dire peut-être plus grand club de l'Ouest hors Asie du coup. Et l'année où Gentlemate est monté, Gentlemate, comme l'a tweeté, comme l'a posté plutôt sur LinkedIn une certaine personne qui travaille chez eux, Gentlemate a fait des résultats fantastiques au niveau de la vente de skins. Ouais. Et du coup, Riot, je pense, va et veut encourager ces profils-là. Et dans tous les cas, les discussions qu'il y a pu y avoir justement au niveau comme ça rejoint un peu ce qu'on disait la semaine dernière, mais au niveau des ERL, et la possibilité, pourquoi pas, que Riot enlève les ERL pour faire une LEC2 ou quelque chose comme ça, plus en regroupant, on va dire, les clubs qui subsistent. C'est peut-être aussi un moyen pour Riot de se dire, si jamais notre système de RL2 il fonctionne plus, on prend juste tous les clubs qui fonctionnent, on les met tous ensemble. Et puis let's go, et puis que ce soit des clubs d'influenceurs ou pas, ils vont tous se faire de la publicité, ils vont tous monter ensemble. Et à l'arrivée, ça fonctionnera. Et dans tous les cas, oui. Enfin, et je pense que autre truc comme a dit Diane en parlant de si Kamel partait, peut-être que le club ne viendrait pas. Il y a aussi, je pense, pas cette réflexion parce que loin de moi l'idée de dire que Kameto va partir de chez Cassé, mais juste le truc de dire que Cassé se diversifie en cherchant à pouvoir avoir un stade entre grosses guillemets, comme on a dit, ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est un point intéressant de se dire que même pour les clubs d'influenceurs, il y a la recherche de, on va dire, trouver des solutions pour prévoir la suite, quoi. Je me suis un peu perdu, mais Ouais, je pense que voilà. non, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire justement. C'est pas une réalité scellée dans le sens de dire si Kameto s'en va, la Carmine meurt. C'est-à-dire que
la Carmine peut, aujourd'hui, si elle arrive à durer quand même un certain temps, derrière pouvoir probablement se débarrasser, se débarrasser, c'est-à-dire ne plus avoir besoin de l'influence spécifique de Kameto parce qu'elle aurait eu le temps de monter d'autres personnalités ou d'autres éléments d'attachement. Et le stade, ça en fait partie. Parce que finalement, voilà, le stade, on revient sur un attachement physique très fort et communautaire, dont aujourd'hui, d'autres, il n'y aurait plus besoin de Kameto pour l'assurer. Mais du coup, je voulais revenir par rapport. T'as rapidement parlé de G2, et c'est vrai que G2 qui n'était pas exactement une structure d'influenceurs, mais dont le CEO était un CEO influenceur. Bon, on pourrait presque dire que c'était une structure d'influenceur parce qu'Oslot était un gros streamer en lançant l'orga, mais ça restait quand même différent de la manière dont les structures d'influenceurs fonctionnent aujourd'hui. Et bah, ça leur a quand même coûté très cher, G2. Genre, et ils ont de la chance que Oslot ait voulu se barrer et ait gentiment accepté de vendre une partie de ses parts et juste de passer au silence. Parce que s'il l'avait pas fait, ça aurait pu tuer le club. C'est-à-dire que lui, s'il avait voulu faire chier, il aurait pu faire chier. Sans aucun problème. C'est-à-dire que là, il a vraiment accepté de faire profil bas. Et moi, en France, je vais prendre l'exemple avec Solari. C'est-à-dire que quand il y avait eu le problème avec Chap, le fameux drama du faux compte cassé, voilà, qui un peu raciste, le faux compte cassé quand même, carrément raciste. Ben ça a quand même pas mal tapé sur Solari, ce truc-là. Même s'il y a d'autres personnes chez Solari, donc ça dilue un peu, ça a quand même eu comme résultat de pas mal taper sur Solari. Et du coup, on se retrouve quand même avec des clubs qui peuvent voler en éclats sur un drama. C'est-à-dire que heureusement que Prime et Kote ils sont pas potes, quoi. C'est un peu, enfin, Prime et Kameto sont pas potes, j'ai envie de dire. Parce qu'imagine s'ils étaient potes comme la compote et qu'ils voulaient le rester, bah comment tu fais s'il y en a un des deux dont les fans veulent plus? Bah tu peux plus. Et il va plus fonctionner. Donc je pense que j'en reviens un peu au début. Les clubs d'influenceurs apportent quelque chose qui est bien à l'e-sport et comment dire, font le boulot à la place des équipes qui sont globalement quand même très nulles pour build une fanbase. Parce que la réalité, c'est que la nécessité des influenceurs, elle est liée au fait que les structures classiques sont des tocards en termes de communication, en termes de building de fanbase. Tout le monde est très nul, enfin quasiment tout le monde est très nul. Ouais, de moins en moins quand même, tu vois, il y a quand même beaucoup de. Enfin, beaucoup. Il y a quelques clubs qui commencent à. Ouais, c'est tard quoi. Oui, Géo et BD sont en bossé, mais c'est Ouais, vraiment BDS, ouais. qui vient en Mais tête, après, quoi. est-ce que ça a une influence sur la fanbase? C'est ça qu'il faudrait mesurer, tu vois. Ouais, Est-ce que je suis même pas sûr que BDS. Les gens aiment bien le club, je pense. Maintenant, aiment plus le club qu'au début. Parce que quand ils arrivent en LFL, BDS, on en parle comme les ultra riches qui viennent casser les couilles. Et c'était un peu ce qu'ils ont fait, de fait. Mais. Ils n'aiment pas juste chapeau, finalement, le CM. Oui, en fait, Ouais. t'as raison, tout ça dépend d'un gars. Enfin, pas d'un gars, il y a une team, je pense, comme. Mais Oui. on voit que Chapeau de notre point de vue. Oui. Et bon, apparemment, il se dit que Chapeau, son départ, je sais pas si c'est vrai, mais qu'est-ce qui va se passer une fois que Chapeau sera plus là? Et t'as raison, Diane, c'est que peut-être que la com de BDS va downfall. Ouais, peut-être que c'était une influence en elle-même, la com de BDS, du coup. Ouais, c'est ça. Mais du coup, oui, t'as raison. En fait, ce que tu disais, c'est que la précarité, enfin, disons que la fragilité du club tient sur d'autres choses, quoi. Mais sur quelque chose Et quand même que je trouve plus stable que les problèmes économiques et qui peuvent affecter des clubs lambda, on va dire. Tu vois. Je trouve qu'il y a une figure d'influenceur qui est commit dans son projet, sur les gros influenceurs, je veux dire, est quand même plus stable que beaucoup de projets un peu chancelants d'un point de vue business. Tu vois ce que je Bah, tu tiens pas sur les résultats de ton équipe, finalement. Enfin, moins que sur ça, en tout cas. Même si ça Honnêtement, conclut dans beaucoup. j'ai l'impression qu'en vrai, il faut pas trop compter dessus parce que j'ai pas l'impression que les cash prize, enfin, si en partie. Non, mais je veux dire les pas résultats en mal- mode, enfin, pour les gens qui te suivent, tu vois, je veux dire, ça plutôt. Ah oui, pardon. Oui, clairement. Mais Et d'ailleurs, pour conclure le sujet peut-être, mais juste, est-ce qu'il y a d'autres leviers de fidélisation des supporters? On parlait du club, ça pose la question de l'ancrage territorial. Est-ce que vous voyez une voie comme celle-ci pour l'avenir de l'e-sport, qui du coup reprendrait le sport traditionnel, son modèle le plus classique? J'ai déjà eu cette conversation avec Paul de l'équipe qui n'y croit pas du tout. Moi, je suis bah, un peu on plus est- d'espoir, mais j'ai un peu du on mal est à le déjà voir aussi. dedans. Je trouve qu'on est déjà Oui, dedans, c'est-à-dire qu'il y a déjà des clubs qui sont le résultat d'un ancrage territorial. Le cas d'école pour moi, c'est Navi, qui a un ancrage territorial qui est fort. Mais je pense que, à mon avis, ouais, je partage le pessimisme de Paul. Pour moi, Navi, c'est plus
un cas exceptionnel que quelque chose de véritablement endémique. Pour moi, c'est un cas que tu peux pas forcément reproduire facilement sur d'autres pays. Et que Navi, c'est l'ancrage territorial, mais mine de rien, c'est assez récent l'ancrage territorial de Navi quand même. Et ça a été après des années, et surtout des rosters exclusivement ukrainiens pendant extrêmement longtemps, quoi. Ou en majorité ukrainienne pendant très longtemps. C'est-à-dire que ça a quand même coûté 10 à 15 ans de structuration d'e-sport spécifiquement axée sur l'Ukraine. Et le CIS dans une moindre mesure, ce qui est quand même pas anodin, et quelque chose qui pour moi est très difficilement réplicable. Alors après, il y a des structures Simple, d'infrastructure la qui sont profondes. tête de proue surtout Ouais. plus. Mais oui, c'est vrai. Simple, ils y arrivent pas, je pense, à ce point-là. Ouais, sûrement. Hein. Alors après, il y a le... Non, vas-y, Lucas. Ouais, je vais demander sur un ancrage local, parce qu'on parle d'ancrage nationaux, mais sur, par exemple, si tu continues à exister en LFL et que t'es pas un club d'influence, est-ce que tu penses que tu peux, sur du moyen terme, on va dire, te créer une fanbase locale? Est-ce que c'est possible dans Non. l'e-sport? Ça, c'est Ouais. impossible. C'est trop... J'avais La fait un culture est papier à trop l'époque. dématérialisée. C'est trop dématérialisé, genre pour fidéliser. Alors après, si on commence à rentrer dans un système où tout le monde joue dans des salles, là, ok. Là, on peut discuter. Mais avant ça, pour moi, je vois pas comment ça pourrait se faire. C'est-à-dire que... Il y a quand même... Tant qu'il n'y a pas de lieu physique, et de lieu physique récurrent, pour moi, c'est pas envisageable. J'avais fait un papier à l'époque qui reprenait un peu cette idée-là sur Eva, du coup. Je pense que vous voyez ce que c'est du coup comme projet du coup. Mais du coup, pour les personnes qui voient pas, c'est des salles qui sont, j'allais dire partout en France, mais pas que. Du coup, il y en a des salles en Arabie Saoudite, il y a des salles en Belgique, il y a des salles aux US. Je sais pas s'il y en a pas ailleurs, du coup maintenant en plus. Mais du coup, c'est des salles avec, on va dire, je sais pas, c'est pas quoi, c'est de la réalité virtuelle. Je sais même plus exactement dire ce que c'est. Oui, c'est de la Mais VR. Ah, de la VR. c'est ça, c'est de la VR et du coup des personnes qui jouent en 4 contre 4 dans la même salle du coup ou en distanciel et qui s'affrontent. Mais du coup, il n'y a pas la notion d'être derrière un PC, c'est-à-dire que les personnes bougent elles-mêmes sur la carte. Je vous invite à voir du coup, ça s'appelle Eva, je sais plus comment ça s'appelle, ce que ça veut dire exactement, mais du coup voilà. Eva Stadium, ça s'appelle je crois sur Twitter. Et du coup, j'avais fait un papier comme ça à l'époque en disant que il y avait un point intéressant pour eux, c'est que, et c'est toujours le cas d'ailleurs, parce que il y avait je crois que c'était les playoffs de la Coupe de France ce week-end. Il y a un ancrage par ville du coup, parce que c'est les salles de chaque ville qui forment une équipe et qui vont ensuite faire des compétitions. De là à dire qu'il y a des spectateurs pour suivre ça, c'est autre chose, attention. Mais je pense que et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple d'Eva quand j'avais fait le papier, c'est que je pense qu'il faut que ça parte des villes elles-mêmes. C'est-à-dire que on va pas demander à la Carmine Corp d'aller se baser, même s'ils ont le stade à Évry maintenant, d'aller se baser essentiellement à Évry parce que je pense que ça ne plaira pas à beaucoup de leur communauté qui vit en France ou dans la francophonie au global. Alors que du coup, si c'est un club qui s'est formé dans telle ville, il y a une raison pour laquelle il reste à cet endroit-là, quoi, en fait. C'est ça que je veux dire, en fait, c'est que on peut pas demander à Vitality à casser ou même même si Géo ils ont partenariat du coup avec c'est quoi, c'est Boulogne-Billancourt ou des choses comme ça. C'est Game Game Ok, Gameward. World, c'est de la merde. Ouais, bon, l'ancrage de Boulogne-Billancourt de Gameward, c'est bon quoi. Y a rien. Oui, non, mais c'est ça. Non, mais ils sont dedans. Mais tu vas pas dire j'habite à Boulogne, je vais regarder Gameward. Oui, non, mais en fait, c'est ce que j'avais dit. En gros, il faut que ce soit un truc qui comme Eva, viennent des villes et que du coup, si les gens commencent à suivre leur équipe parce qu'elle est dans leur ville, ils vont continuer après. Par contre, si c'est Cassé et que Cassé va se baser, je sais pas, full à Évry, les habitants d'Évry, je pense que ça leur changera pas grand-chose que la Carmine Corp soit chez eux. Et inversement, les fans Cassé qui sont là depuis longtemps vont peut-être critiquer le fait que Cassé joue 99% de ses matchs dans le futur, si jamais la LFL devient comme ça, que dans son stade d'Évry, parce que tout le monde ne va pas aller là-bas peut-être. Voilà. C'est là où je veux. Je vais juste ajouter deux choses. Déjà, si je dis pas de bêtises, je suis pas expert, mais Overwatch avait. Pas Overwatch. Call of Duty, pardon. Non, Overwatch aussi, qui avait voulu faire des stades et ça a été baissé par le Covid. Non, mais surtout, alors oui, c'est ça aussi, mais on est d'accord que c'est des.
alors je sais pas si c'est les deux, mais la CDL et l'Overwatch League avaient des. Enfin, c'était des systèmes liés aux villes, non? Les équipes étaient liées aux villes, Ouais, si je dis pas de ouais. Alors, c'était dans le nom de la franchise. Ouais, c'est ça. Et généralement, c'était un peu lié aux HQs, mais pas complètement non plus. C'était un peu bizarre. Ok. Alors, du coup, il y a eu un modèle, mais très, très américanisé, évidemment, sur ce sujet. Mais mine de rien, ça avait quand même. Alors, j'ai pas forcément l'exemple pour les franchises américaines. Effectivement, la franchise de Paris Eternal fonctionnait en France. Genre, il y Ouais, avait ce Oui. truc-là. Alors, il y avait le Mais roster parce que c'est français la France, aussi. c'est Overwatch, quoi. C'est ça, en fait. C'est que oui, c'est ça. c'est Français, que oui, l'Overwatch français, il y a, c'était il y a Paris, quoi. un public français qui suit beaucoup Overwatch aussi, je pense. Ça aide Ouais. pas mal. Mais et moi, j'avais également déjà entendu parler que les îles américaines avaient une certaine importance. Ok. C'est-à-dire Mais que du les coup, oui, fusions, Philadelphie Fusion marchaient quand même pas mal autour de Philadelphie, quoi. c'est quelque chose de culturel aussi, tu vois, pour le coup, je sais pas, parce que c'est déjà. Ouais. Oui, parce Et qu'aux il y a un États-Unis, truc c'est pas, ça change complètement rien que, on va dire, ta franchise soit complètement genre hors sol. C'est le cas de certaines franchises de NBA, donc en soi, Oui, oui, Et c'est il y ça. a le Oui. truc sur code maintenant, c'est différent, c'est-à-dire que il y a toujours les villes, mais c'est par rapport au système de major, c'est-à-dire que du coup, on a l'exemple avec Heretics du coup, qui a son équipe en CDL depuis l'année dernière. Et c'est Heretics qui est aux manettes de l'organisation du major, en partie de l'organisation du major qui aura lieu à Madrid en début d'année. Et du coup, ce format-là, du coup, on va dire que c'est les clubs entre guillemets qui hostent certains majors dans leurs villes respectives en fait. Il y a la même chose sur Halo d'ailleurs aux US avec Space Station et des clubs comme ça ou FaZe qui font qui organisent eux-mêmes ou même quand il y avait Oui, c'est RIP vraiment Quadrant partenariat. du coup qui avait fait leur LAN directement Mm. en Angleterre. Et du coup il y a ce système là du coup qui existe du coup en CDL maintenant et sur Halo. Voilà. Mais d'ailleurs, en France, il y a aussi des partenariats enfin, entre clubs d'e-sport et villes, techniquement, sur la e-Ligue 1, tu vois. Oui, Il y a c'est vrai. il y a beaucoup de clubs partenaires, en fait. Bah, je prends que Lorient qui quadruple le temps du titre. Alors, je sais pas si c'est encore le cas, mais était partenaire en tout cas avec Atlantid Wave. L'OM était lié à BDS, Lille à Vitality, en tout cas en 2024 Ah, sûr. Enfin voilà, tu vois, il y avait pas mal de partenariats. Et je voulais aussi juste, pour conclure peut-être, Coco, mm. sur ce que tu disais par rapport à il faut que ça vienne des villes. Ça soulève un problème majeur qui est que bah, déjà, il y a déjà des clubs en fait qui sont liés à des villes en soi. Mais surtout que les soucis, c'est toujours le même, c'est que pour les financements, c'est compliqué parce que tu pourrais t'attendre quand tu es lié à une ville. En fait, tu pourrais utiliser ton ancrage local comme un argument auprès des communautés, enfin des communautés pas de communes, mais des pouvoirs publics, pardon, pour négocier quelque chose parce qu'en fait, tu fais techniquement briller ton club et ta ville, du coup, sur des scènes, sur différentes scènes. Sauf qu'en fait, il y a un problème de reconnaissance de ce qu'est l'e-sport dans ces structures-là, au sein des pouvoirs publics, qui d'ailleurs, en fait, vient depuis tout en haut, hein. L'État lui-même et le gouvernement eux-mêmes savent pas bien définir l'e-sport. Mais du coup, dans les villes, c'est hyper compliqué pour les clubs de, de rattacher son image à la ville, en tout cas d'obtenir quoi que ce soit par rapport à ça, enfin lié à ça, parce qu'en fait, c'est très mal défini, tu vois, et que on ne sait pas quel budget alloué à ces associations, vu que c'est pas reconnu comme un sport, ça rentre pas dans le giron du sport pour les budgets des villes. Donc, enfin voilà. C'est pour ça que j'ai un peu du mal aussi à croire qu'il y a un avenir, notamment parce que pour les financements, c'est pas forcément un atout d'être lié à sa ville aujourd'hui. Ok, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter ou on passe sur le dernier morceau. non, bon, c'est bon. C'est good aussi. Ok, bah écoutez, du coup c'est moi qui introduis cette dernière partie. Il y a eu le sujet, je l'ai amené un peu comme ça, il y a un peu moins d'actualité cette semaine là-dessus. Mais comme vous le savez si bien, lors des Jeux Olympiques du lancement des Jeux Olympiques de Paris, a été annoncé du coup par le Comité international olympique qu'il y aurait en 2025 en Arabie Saoudite les premiers Jeux Olympiques de l'e-sport. Ce qui est une chose fantastique s'il en est. Et avec l'annonce du coup suivante, il y aura un jeu réparti en 3 catégories du coup, dont une catégorie pour, on va dire, l'e-sport traditionnel, si on peut appeler ça comme ça. On va dire des jeux que nous connaissons en e-sport, on va dire ça comme ça plutôt, plus facilement.
Ce à quoi, du coup, alors je sais plus si c'était Paul ou Corentin, du coup, qui avait fait l'article, pour l'équipe, en indiquant que, dans la discussion était rentré évidemment League of Legends et Rocket League. Et des nouvelles choses sont apparues cette semaine, notamment en Chine, indiquant que Honor of King ou Arena of Valor, pour ceux qui connaissent, c'est le même jeu, c'est juste que ça dépend de là où vous jouez, globalement. Serait, on va dire, bien avancé pour apparaître du coup en 2025 en Arabie Saoudite. Et j'ai bientôt fait une explication, vous en faites pas. Mais du coup, pour continuer sur cet e-sport traditionnel, parce que pour les autres e-sports, je vous cache pas que moi de mon côté, ça m'intéresse pas trop de voir des gens faire du kickboxing ou je ne sais quel sport en vert. Il y a beaucoup moins d'intérêt, je trouve. Ou de jouer à des fameux jeux de tir à l'arc, comme ce qu'il y a eu à Singapour en Quelle 2023. horreur. L'enquête sur Tic Tac Go. Exactement. C'était fantastique. Et du coup, il y a un autre truc qui est toujours dans l'article qu'a fait l'équipe. Il est en vidéo en description pour les personnes qui veulent le regarder. Mais indiquant que du coup, il y a évidemment la volonté pour le comité olympique qu'il y ait la parité, c'est-à-dire qu'il y ait autant de joueuses que de joueurs pour la compétition. Emmène deux sujets. Déjà, va falloir créer des scènes pour certains jeux, parce que sur Rocket League, j'ai un seul exemple, par exemple. Alors, Une équipe. moi, je connais un petit peu, et alors pour le coup, il y a aussi la problématique que la scène est plus grosse qu'elle elle ne l'est publiquement. Ok. Et du coup, pour amener finalement au sujet, c'est que le jeu, le plus inclusif, je sais pas c'est le mot exactement, mais le jeu où il y a le plus de compétition pour les femmes, j'ai l'impression c'est Mobile Legends Bang Bang, qui est le jeu le plus suivi, on va dire, en Asie hors Chine, au-dessus de League of Legends, je pense même, qui a fait des stats quasiment égales aux Worlds de League of Legends pour le coup, en termes de viewership, avec du coup les Worlds. Et du coup, ma question finalement pour en arriver là, c'est qu'est-ce qui va empêcher du coup le comité olympique de prendre que des MOBA finalement, euh, sachant que ça n'a pas été annoncé, mais si Honor of King se valide, ça voudrait dire que la notion qu'il y avait à l'époque de la semaine olympique de l'e-sport, qui était du coup en 2023 à Singapour, qui était de dire que pour qu'un jeu apparaisse et qu'il soit olympique entre guillemets, il fallait qu'il soit rattaché à une fédération. Le fameux Tic Tac Bo était rattaché à la fédération de tir à l'arc internationale. Et du coup voilà, et du coup ça veut dire que déjà, je crois que je sais pas si c'était une blague exactement, mais la blague qui est c'est de dire que League of Legends ça sera que des échecs globalement si ça vient au JO. Mais du coup voilà, qu'est-ce qui empêche finalement qu'il y ait que des MOBA aux Jeux Olympiques en 2025? Moi, je pense que. Alors, au final, pas grand-chose. Après, sur la question de l'angle, la question que tu poses, qui est celui de l'inclusivité, il y a des scènes extra MOBA qui sont, pour le coup, qui fonctionnent mieux en termes de, en termes de parité que scène de certaines MOBA. Enfin, là, pour le moment, la scène féminine de LoL, c'est en grosse partie une blague. Hein. C'est-à-dire que ça reste tellement ridicule par rapport à la scène e-sportive de base. On est vraiment sur un écart de taille qui est énorme, qu'on n'a pas sur Valorant, par exemple. Ou même sur CS, hein. C'est-à-dire que même sur CS, on n'entend peut-être pas non plus tant que ça parler de la scène féminine de CS, mais elle est quand même plutôt structurée. Et il y a en ce moment, alors après, j'ai l'impression qu'en termes de viewers, tout le monde s'en fout un peu, parce que c'est en plein timing de Major, ce qui est complètement con, mais il y a le sorte de Coupe du Monde féminine de CS. Donc je pense que, fondamentalement, pas grand-chose empêche qu'il y ait que des MOBA, parce que c'est en partie les jeux qui sont les plus suivis. Après, il y aurait de l'intérêt d'aller chercher d'autres jeux pour moi du côté de la fédération, du côté du comité olympique. Le truc, c'est que les FPS vont toujours être bannis, a priori. C'est en tout cas ce qui ressort en priorité, c'est de dire que globalement, Même si vous Valorant tirez et avec... Overwatch, par exemple. Bah, le but, Euh, ça reste de tuer des gens avec un gun, quoi. Ouais. il me semble justement que Paul avait fait aussi un live après cet article. Il me semble que du coup, la discussion était de dire que justement Valorant c'était globalement comme CSGO. Overwatch, je pense que c'est différent parce qu'il y a beaucoup plus
deux choses, mais en tout cas, je pense que Overwatch, c'était même pas dans la discussion, pour être tout à fait honnête. Je pense que vraiment, hein, je pense que par rapport au degré de connaissance du CIO, par rapport à ce que sont les FPS, c'est impossible de les voir dans les prochaines années. Par contre, moi, je suis beaucoup plus étonné de ce que tu as dit, en fait, pour finir l'introduction, Coco, mais effectivement, avant, il fallait que ce soit lié à NFD, ce qui fait qu'on a eu plein de jeux low tier dans les OVS, mais on avait aussi des jeux qui étaient... Bon, il y avait notamment Rocket League, qui est quand même tier 1. Et Rocket je League sais était plus dans le qu'il y match, avait- plus exactement. Ah oui, c'est vrai, Rocket League dans le showmatch, parce qu'ils C'était n'avaient pas genre réussi à le lier à Toujours NFD. non, c'est ça, c'est trop bizarre. Ouais, c'était deux Mais tu tours, il y vois, avait trois c'est matchs, un pas truc comme bizarre ça. parce qu'on passe du tout au tout, c'est-à-dire que s'il y a que des MOBA, ça veut dire que ils se privent de ces jeux partenaires avec lesquels ils ont commencé à nouer des relations, j'imagine, avec les éditeurs, et qui en plus peuvent être liés à des fédérations, si tu... C'est pas Alors, indiqué, mais sachant bon, tu vois, genre Rocket League, et même Rocket League c'est tier 1, bon, FIFA c'est pas tier 1, mais tu peux c'est quand même... ce que je te coupe en dessus, parce que du coup, c'est ce qui est marqué dans l'article de l'équipe, du coup. Oui. C'est qu'il y a les fameux l'e-sport traditionnel, du coup, dont on parlait, donc League of Legends Ça principalement. va rester. La simulation de sport, donc, Paul sous-entend, du coup, IFC, donc, ou FIFA, enfin voilà, ce que vous voulez. NBA 2K. Et du coup des sports virtuels, donc que ce soit Swift, du coup la simulation vélo, Ouais. ou je sais pas, une simulation de sport, comment ça s'appelle, de sport automobile par exemple. Voilà. Du coup, il n'y aura pas que des MOBA, il y aura aussi tous ces jeux. Enfin, on peut très bien imaginer un Rocket League qui soit là, il serait cohérent, même un Street Fighter ou peut-être un Smash, je sais pas. Hein, mais... Ouais, donc on aurait du sim racing par exemple dans Bah, cet le Sim événement-là. Racing est vraiment très implanté, ouais, pour le coup. Qu'est-ce qu'il y a, Lucas? J'ai pas entendu. Le Sim Racing est implanté dans le calendrier du CIO. Enfin, je veux Ouais, dire, bah de toute vraiment. façon, ils étaient à l'EWC. Oui, en plus, oui. Mais tu vois, moi, j'avais eu l'occasion d'aller à Genève pour justement parler de ces sujets-là, et ils avaient invité Valerio Gallo, le champion olympique non officiel de je ne sais plus quel était le jeu de voiture. Ali ou un truc comme ça, non? Peut-être, je sais C'est plus. quoi? T'avais fait une interview sur Eclipse à l'époque. Ouais, j'avais échangé avec lui. C'était très cool, mais tu vois, ça sentait que ça était très amateur. Mais je sais plus c'était quoi le jeu. C'est horrible de plus savoir. C'était pas sim racing du coup, c'était genre un autre jeu. C'était du Sim Racing, mais je sais Ok. plus quel jeu. Et du coup, c'était le champion olympique non officiel parce qu'il avait gagné les OVS, je crois, ou l'ancêtre des OVS qui s'appelait. euh, C'était un truc avec Intel, je sais plus. Ah, et Intel, oui, Intel, ils avaient fait ça pour ils avaient fait ça pour 2 Jeux Olympiques, non? Ils avaient fait Ouais, Rocket League et Street Fighter au Japon quand il y avait eu les JO à Tokyo, et ils avaient fait Hearthstone pour les Jeux Olympiques d'hiver en Corée, non? oui, mais je crois qu'ils avaient fait un troisième truc, mais je sais plus comment ça s'appelait. C'est commencé par un I pour Intel, je crois, mais je sais plus c'était quoi l'acronyme. Mais enfin bref, Ok, donc il y aura des MOBA plus ces jeux tiers. Euh, En fait, du coup, la question est toujours liée du coup à l'implantation des FPS, mais pour moi, c'est tellement. Enfin, on a des années-lumière, quoi. Le jour où on arrivera à avoir un FPS dans un événement olympique, Ouais, on est pas rendu, ouais. ouais, c'est clair. Donc ouais. Mais du coup, on va peut-être plus la question pour Diane, du coup, mais est-ce que, et c'est une question vraiment très premier degré, il n'y a pas de truc derrière, est-ce que sur autant de jeux, on va dire, même on va dire qu'ils sont même dans l'e-sport au global, FIFA, NBA 2K, etc., si tu es X fédération, comment tu vas chercher des joueuses pour ces jeux-là, par exemple? Sachant que déjà la scène n'existe quasiment pas. Comment tu vas chercher des joueuses pour ça, tu vois? Tu fais des appels à candidature, par exemple? Bah, je pense que ça va être ça, hein. C'est-à-dire qu'il faut que tu préviennes des mois à l'avance et après, logiquement, si tu préviens à l'avance quelque chose, il y a des gens qui vont s'entraîner. Il y a enfin, c'est comme ça que des vocations s'éveillent en fait. Mmh. Ouais. Oui, l'initiative, Donc, on peut techniquement que la saluer, tu vois, mais effectivement, après la concrétisation du truc. Parce moi, que, alors, je sais. je pense que Mmh. oui, Vas-y. moi ce que je veux dire, c'est que finalement, les, les vocations vont s'éveiller quand il y a d'ailleurs, s'il y a un tournoi. C'est-à-dire que si on dit aux femmes, venez participer, vous avez des slots vous avez des slots pour aller
Aux Jeux Olympiques, t'auras des femmes aux Jeux Olympiques, hein. Ah non, mais ça. Parce que en fait, il y a tout ce truc-là de se dire. Parce que là où on est en. Littéralement le 14 novembre, c'est techniquement dans un an. On est censé du coup avoir. Alors, je dis une équipe de France, ça se trouve, il n'y en aura pas. Jusque-là, on n'est pas encore sûr qu'il y ait, on va dire, toutes les fédérations. En fait, globalement, on ne sait rien. Il y a aussi ça en plus. Ouais, il n'y a aucune Que info, hein. on ne sait pas comment fonctionnaient les qualifications, s'il y en a en France ou en Europe, les places limitées par région ou autre. Le seul exemple un peu concret qu'on peut avoir qui peut peut-être ressembler, c'est ce qui se passe sur Rocket League avec le tournoi en partenariat du coup avec la FIFA, où la Fédération française de football du coup a récupéré Ferra du coup pour le mettre en tant que coach et elle a chargé du coup de faire une équipe de 3 joueurs du coup pour aller à la compétition, mais c'est le seul exemple un peu concret qu'on dans ce sens-là pour le coup. Après, sur les qualifications, je crois que sur les EVS, à la base, il devait y avoir des qualifs, mais au final, il y a eu plus d'invitationnels que ce qu'il y aurait dû y avoir. À la base, c'était que pour le taekwondo, mais je crois, hein, je suis pas sûr. Mais à la base, c'était que pour le taekwondo, les invitations, je crois. Au final, ils ont dû Ouais, en. c'était un truc sur invitation qui taekwondo, ça, ouais. C'était avec des vrais sportifs qui font une taekwondo de base, je crois. C'est Ouais, ça. ouais, le taekwondo, c'est sûr. Mais tu vois, je crois que genre. Ah, je vais dire une bêtise, mais. De tête, je crois que Just Dance, c'était pas des open qualifiers au final. C'était quand même des personnalités un peu connues, hein, mais il faudrait vérifier, genre. Bah, En fait, je dis ça surtout parce que pour dire que ça ne m'étonnerait pas trop que les qualifications, ça soit un peu brinque-ballon, quoi. Genre. bah, en fait, c'est qu'il y a quelque chose que je me dis, c'est que, enfin, comme je dis, on est un an d'événement et que ça soit pour la personne qui pourrait être coach de je ne sais pas quel jeu, parce qu'il y a quand même 15 jeux, donc il faut que tu trouves quand même 15 personnes pour former des rosters, que tu formes 15 roosters, ça dépend parce qu'il y a des jeux qui sont en solo évidemment, mais que tu formes une dizaine de rosters compétitifs, sachant que l'année, notamment si on prend League of Legends de Rocket League, l'année elle va commencer en janvier, elle va finir en septembre pour une compétition nouvelle qui, même si elle aura peut-être peu d'intérêt, euh, même si je doute qu'elle ait peu d'intérêt parce que je pense que les gens vont s'attarder juste parce que tu veux représenter ton pays et que ça a une envergure plus grande parce que c'est les Jeux Olympiques, le nom en tout cas. Ah ouais, tu Euh, penses? Comment tu crées une équipe en, je sais pas, en quelques mois, parce que du coup là, enfin, il y a techniquement peu de personnes compétentes qui auront le temps de faire un travail complet pour avoir une équipe dans un an, tu vois. Oh, Bah, je disais après, que c'est Diane, quoi. C'est que c'est surtout, enfin, ce que tu disais aussi, c'est surtout trouver des femmes pour remplir les équipes, parce que je pense que c'est les scènes où les mecs sont quand même plus ou moins implantés. Donc, l'enjeu, ça va surtout être effectivement de trouver des femmes pour compléter les rosters. Enfin, je pense. sur beaucoup de jeux, tu peux en trouver, hein. Il y a toujours des scènes un peu underground dont on entend très peu parler. C'est-à-dire que, alors après, Oui. sur des trucs de simulation de sport ou vraiment des très 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 petites scènes e-sport, ça devient peut-être difficile. Mais dès que tu commences à taper dans le terrain, t'as une scène, systématiquement. Alors après, la scène, parfois, elle est très restreinte à des nationalités. Ça, c'est possible. Mais t'as une scène, t'as des choses. On en entend très peu parler, mais t'en as. Ouais, donc. Euh, Mais je pense quand même que ce sera l'enjeu principal, tu vois. Trouver des femmes compétitives. Enfin, pour créer un roster compétitif, ça sera sans doute l'enjeu principal, tu vois. Parce que effectivement, même s'il y a des joueuses, pour aspirer à à aller chercher les médailles et tout, c'est pas forcément, ton pool sera tout pas forcément hyper développé, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Un peu et pour finir là-dessus, j'aurais juste rebondir sur ce que Lucas a dit quand j'ai dit que je pense que les gens seront intéressés par la compétition. T'as dit ah bon? je, Ah bah je oui. veux ton avis du coup, Lucas, là-dessus. Bah, le truc, c'est que tout est lié à. Enfin, déjà, l'eSport World Cup a quand même donné un aperçu de à quel point les investissements que tu mets dans une compétition ne sont pas corrélés au résultat, enfin, l'intérêt que tu vas réussir à drainer. Hmm. Et je pense que même, en fait, je pense que l'olympisme, c'est un peu flingué année après année auprès du grand public, en tentant des choses un peu ridicules.
et que du coup, ils partent avec des stigmates qui sont quand même sacrément profonds et qu'il va falloir réussir à corriger pour espérer drainer une audience. Et là-dessus, en fait, je... Tu dis c'est en septembre, c'est ça? C'est censé être en fin d'année, donc novembre ou décembre, quoi, en gros. Donc Ils ça vont devrait. peut-être bénéficier du fait que ce sera la seule compétition, et ils sont peut-être pas là-dessus pour le boulot. Je pense Mais parce que tous les jeux mobiles, les finales sont entre, par exemple, tout ce qui est jeux mobiles, c'est entre novembre et décembre, toutes les finales. Donc ça ouais, fait, bah, du coup, raté. si tu prends Bah, du coup, raté. le All Wikipédia, ça fait 10 ou 15 jeux qui ont des finales en 2 mois, quoi. Ouais, bah tu vois, en plus, ils se mettent des bâtons dans les roues. Après, pour le coup, ils ne veulent pas grand-chose parce que techniquement, il y a quand même très souvent des compétitions importantes sur la scène. Mm. Mais ouais, je t'avoue avoir du mal à savoir comment ça va réussir à capter un gros intérêt, à part sur certains jeux très précis. Et encore, tu vois, il y avait Vitality qui a gagné Rocket League, justement, Le tournoi européen, l'ancêtre des juste, OVS. malheureusement. De quoi? Que le tournoi européen, malheureusement, parce que du coup, ils n'ont pas pu aller au Japon pour affronter Est-ce les que le autres. tournoi européen? Oui, t'as raison, c'était champion olympique d'Europe. Oui. Oui, t'as raison. Mais enfin, voilà, c'était un jeu de tier 1, c'était une équipe, c'est une équipe tier 1 aussi. L'engouement était vraiment dérisoire, tu vois, Mm. par rapport au Major, par rapport au World. Donc, ouais. Après, je leur souhaite bon courage, hein. Mais j'ai du mal à voir comment ils vont réussir à capter l'attention. En plus de ça, étalé sur aussi longtemps, bah, encore une fois, le WC a été éclairant. On n'a pas de durant, c'est juste que ça sera fin d'année, mais il n'y a pas. Moi, quand je dis les 2 mois, ça peut être sur les 2 mois, tu vois, mais Ah, je ok, pense que ça d'accord. sera un truc. Ça Mais sera enfin, s'ils probablement ont 2 15 semaines comme ce qu'ils compétitions, ils font. pourront Ça pas sera au les. maximum 2 semaines comme ils font d'habitude, je pense, pour les Jeux Olympiques, tu vois, je pense. Donc, À quelque sur chose 2 comme semaines, ils ont plus de chances de capter une audience. Mais ouais, ATM, même s'il y a du. Ah, peut-être que LoL va fonctionner, quoi. Peut-être que LoL va fonctionner, mais pour le Non, reste. bah, Mobile Legends, ça va probablement fonctionner aussi. Hein. Oui, Genre, oui, c'est trop mieux. ces Il reste trop bien. événements-là, qui sont les événements qui ont le mieux fonctionné à l'EWC d'ailleurs. Oui, oui, je parle pour le public occidental. Qu'à part LoL, j'ai un peu du mal à voir ce qui peut vraiment marcher. oui, ça, c'est-à-dire que Rocket League, il y a une chance que les gens suivent parce que la France a une très, 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 très grande chance. Quelque Oui, mais chose, le tu vois. précédent a Oui, montré que oui. non, tu vois. Après, ça va peut-être changer, mais le précédent a montré que non. Genre, équipe de Vitality qui représente la France. Alors, effectivement, c'était l'année Covid, mais il y avait eu aucun. Je crois qu'il y a- enfin, vraiment les Ouais, pires même Vita, joueurs. on avait rien à foutre. Hein, genre. De quoi? Même Vita, on avait rien à faire. Ah oui, oui, clairement. Enfin, la com, c'était du troll, tu vois, au fond de ça. Donc, Ouais, de toute façon, voilà, moi je pense que ça risque de vraiment pas prendre. Le WC, mine de rien, a pas non plus pris tant que ça. Alors je vois pas pourquoi les Jeux Olympiques prendraient plus. En fait, c'est juste que, pour moi, il y aura un intérêt supérieur aux joueurs. C'est-à-dire que pour le WC, pour beaucoup de joueurs, en tout cas, j'ai cette impression-là, que c'était que ça s'appelle le WC ou le SLX, comme ils en font 3 par an. Je pense qu'il n'y avait pas plus de surprises, tu vois. C'était un tournoi comme tant d'autres. J'ai plus l'impression que pour les JO là, il y ait plus d'intérêt, notamment des joueurs, et du coup peut-être que ça intéressera peut-être plus les spectateurs si les joueurs bah, s'y mettent plus à fond. en fait, De il dire y a un truc que qui est vrai, tu c'est qu'il y a. as une chance de faire champion olympique sur un truc reconnu, pas que dans ta discipline, pas que dans l'e-sport, tu vois. Même si voilà, on s'entend que l'e-sport sera pas respecté beaucoup plus que ça après les Jeux Olympiques. Mais que tu as techniquement un titre qui peut être plus reconnu. Et en plus, pour beaucoup de jeux, notamment League of Legends, avoir la possibilité d'avoir ce fameux tournoi par équipe nationale que tout le monde attend Ouais, depuis des années au minimum. c'est exactement ce que je veux dire. C'est là-dessus que la compétition va capitaliser. C'est que ça fait tellement de temps qu'on attend une compétition par nation sur LoL que sans doute que le tournoi LoL va au moins un peu fonctionner, tu vois. Parce qu'il y a tellement de gens qui le veulent. Mais à part le tournoi LoL et les tournois mobiles pour la communauté plutôt asiatique, j'ai un peu du mal à voir comment ça va reach une vraie audience, tu vois. Mais bon, on verra, hein. Hop. Et puis, dernière question à finir là-dessus. Euh, sans que vous demandiez de faire le choix de joueur, si vous deviez choisir, on va dire une personne qui, qui serait, on va dire ça, ouais, qui serait censé être le coach, on va dire, appeler des joueurs pour une équipe française, qui vous appelez, surtout comment vous faites pour l'intéresser, parce que j'allais dire, parce que
en Quel jeu rappelant que finalement, même si c'est les Jeux Olympiques, soit payé toute l'année par un club et que son club l'attend de maintenant à septembre prochain, quoi, globalement. Sur LoL? Sur LoL, oui, sur LoL, Draco. évidemment. Moi, je dis Draco. C'est mon pote Draco Après, ça qui va dépend. être Tu content. veux quoi? Tu veux juste quelqu'un qui construit l'équipe ou tu veux aussi quelqu'un qui va genre gérer manager et coaching, genre? On va dire que créer l'équipe, parce que je pense que c'est le plus gros problème que gérer le truc. Déjà créer l'équipe et Mhm. que les gens acceptent de jouer ensemble, je pense que c'est un plus gros problème que le coach, au départ. Moi, j'ai des noms en tête, mais si tu veux commencer, Yann. J'avoue que là, je suis un peu genre. J'avoue que je fais un peu. Je sais pas du tout. En premier degré, à qui je parlerais. Bah, moi, j'ai Lounet en tête, mais je sais pas si ça te parle. Si, ça parle. Euh, Mais en fait, je sais pas. Si tu pourrais penser à l'ONU, tu pourrais penser à peu près à plein de managers. Tu pourrais penser. Enfin, je crois qu'il est plus actif. Tu pourrais penser à Eternity. Tu pourrais penser à Romain. Ouais, Tu bah pourrais oui, penser à justement. Mef. Genre, il y a du monde, tu vois, à qui tu peux penser. Ouais, c'est parce que Lounet, il est encore là, tu vois. Mais Hmm. euh, Oui, mais pareil, Romain, le truc, c'est que sa saison, elle va commencer bientôt et qu'il a jusqu'au Worlds, s'ils y vont, pour G2, évidemment, attention, no jinx, Oui. mais à gérer, quoi. Et je pense que G2 propose le salaire qu'il faut pour que tu t'occupes de G2 et pas que Et tu as pas autre envie de chose, commencer avec ouais. tu fais, tu vois. C'est ça aussi que je me dis, tu vois, c'est que je pense qu'il y a ces deux trucs à gérer, d'avoir quelqu'un qui puisse, même si c'est pas s'y mettre à 100%, quelqu'un qui puisse avoir le temps de cerveau nécessaire pour s'en occuper et gérer ça, tu vois. Après, ça se trouve, Romain sera ravi de faire ça en plus de G2 parce que voilà. Mais en fait, Romain, en termes de personnage, ce serait la personne idéale, tu vois, ça, c'est clair. Enfin, il serait capable oui, c'est d'hyper, sûr. il serait capable Pour le d'hyper tout Doflor, le oui. pays, tu vois. Donc, Mmh. mais ouais, mais il a un mot à dire sur la construction des rosters, le petit père. Ah, tu veux dire qui? Comment? Sur la question Oui. de recherche, genre pour les GG2, JO, tu veux dire? C'est ça? chez G2, je me souviens plus exactement quel est son rôle. Ah, je ne saurais pas te dire ça, je Je pas sais plus l'info. c'est quoi son situation. Je n'ai pas la réponse. Écoutez, en tout cas, voilà, sur cette superbe question où personne n'a la réponse, je pense qu'on peut couper là. Merci à vous 2 pour le podcast, évidemment. Merci pour la discussion, c'était évidemment très intéressant. Si vous êtes encore là, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre les différentes personnes. Tout est dans la description des épisodes, quelle que soit la plateforme où vous écoutiez. Et puis à la prochaine, Diane, à la prochaine, Lucas. Yes, Merci, ciao, Coco. merci. À la prochaine.